J'ai découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, je reçois Alain Léravou. Alain a quitté le monde du recrutement et de la chasse de tête pour lancer T-Shirt Corner avec un ami. T-Shirt Corner, c'est un site de vente en ligne spécialisé dans le t-shirt, mais qui sert également de plateforme aux petits créateurs et leur permet de monétiser leur design. Alain nous parle de son passage au Club Poker, le site référent sur le poker qui l'a inspiré pour créer ses premiers t-shirts autour de ce jeu, sous la marque Rial Bala. On parle également du quotidien de l'entrepreneur, de la difficulté de déconnecter du travail, notamment quand on travaille sur le web. On revient également sur la différence qu'il peut parfois y avoir entre ce qu'on aimerait vendre et ce qui marche vraiment. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner au podcast, soit sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict depuis un téléphone Android, et d'y mettre une note, 5 étoiles de préférence, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur SoundCloud et rejoindre mon chatbot pour recevoir les épisodes, les photos et autres anecdotes sur mes invités directement sur Messenger. Bonne écoute! Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Déclic. Aujourd'hui je suis avec Alain Léravou. Salut Alain. Salut, bonjour tout le monde et enchanté. Je suis très content de pouvoir participer à ce podcast et de pouvoir discuter avec toi Théo. Alors écoute, cette fois-ci je suis de l'autre côté du micro et c'est toi le maître de cérémonie. Exactement. Alors Alain, si je devais résumer un petit peu ton parcours en une phrase, j'y ai bien pensé, j'ai bien réfléchi à ce que j'allais dire et je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par dire que tu avais quitté le costume et la cravate pour te lancer dans le t-shirt. Oh mais qu'est-ce que c'est bien dit. Écoute, exactement la punchline dont je me sers parfois. Extrêmement bien dit. Effectivement, j'ai quitté mon costume et ma cravate pour enfiler des t-shirts et pas que pour enfiler des perles. Mais effectivement, petit changement de carrière en fait pour me présenter. J'ai été pendant 10 ans chasseur de tête dans le domaine de la R&D. Je travaillais pour un cabinet privé qui lui-même travaillait pour le compte de grosses sociétés structures du CAC 40. Mon job, c'était globalement de proposer des postes de direction à des directeurs de R&D de grands groupes français pour des concurrents en fait directs ou pour du changement de secteur d'activité. Exemple, quelqu'un qui travaille dans le domaine, par exemple, de la parfumerie et qu'on va débaucher pour travailler dans le domaine de la pâtée pour chien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches sur le domaine de l'olfactif et il y a beaucoup de compétences qui peuvent être connexes et adaptées soit de l'environnement public, à savoir la recherche, vers le privé ou du transfert de compétences d'un secteur d'activité à un autre. T'as passé combien d'années dans cette industrie en tout ? J'ai passé très exactement 8 ans. En fait, j'ai terminé mes études école de commerce à l'IPAG pour pas la citer. Suite à cela, je suis parti directement en Australie pendant 6 mois, probablement les 6 meilleures années de ma vie. Surf, barbecue, fête, un peu de boulot et je suis revenu avec un bon niveau d'anglais donc et les poches vides. C'était une année sabbatique, enfin t'as pas fait grand chose à part la fête. J'ai fait énormément la fête, ce qui m'a permis de bien plus apprendre que d'être à l'université. En fait, j'ai fait l'université, mais principalement pour apprendre le business English. Non, très bonne expérience et puis c'était surtout je dirais une petite effectivement semi-année sympathique avant de rentrer dans la vie active et de se dire que j'en avais pour 50 ans et que j'allais profiter de ces 6 mois et donc j'en ai fait j'ai fait effectivement de la chasse de tête pendant 8 ans et je suis arrivé à un moment de ma carrière, peut-être la crise de la trentaine. C'est vrai qu'on parle de la crise de la quarantaine, mais j'ai connu aussi pas mal de crises de la trentaine autour de moi. Où globalement, la question était simple, c'était est-ce que je fais ce job pendant encore
20 ans, 30 ans, 40 ans pour me construire un réseau, pour m'affirmer dans ce domaine et pour pousser, je dirais, vers l'excellence, en tout cas, et essayer d'être parmi l'élite dans la chasse de tête. Ou est-ce que finalement je suis réellement fait pour ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 50 ans? Est-ce que j'ai pas envie de découvrir autre chose? Et est-ce que je suis réellement fait pour ça? Je me suis creusé un peu les méninges et au final, je me suis aperçu que ça correspondait pas peut-être à ce que j'avais réellement envie de faire et que on était aujourd'hui quand même dans des sociétés, en tout cas des sociétés, une période où on pouvait quand même facilement changer de job, ce qui n'était pas le cas de nos parents. Et on pouvait sauter d'un environnement à un autre assez, je dirais, facilement avec juste une petite paire de balls, si on peut dire, pour faire le pas et prendre les bonnes décisions et faire le choix. Et puis après, voilà, un peu de jus de cerveau pour s'attaquer à un domaine dans lequel on n'est pas forcément pertinent, mais qui nous motive, nous passionne et dans lequel on est prêt à s'investir en temps et en jus de. Tu dirais que c'est un milieu. Excuse-moi, ouais. Tu dirais que c'est un milieu difficile, le milieu du recrutement? C'est un milieu qui est surtout très concurrentiel, comme beaucoup d'autres, mais des boîtes de recrutement, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et aujourd'hui, la façon de recruter a aussi beaucoup changé. Je te donne un exemple simple, en tout cas dans la chasse de tête, ce qui me concerne. Avant, on consultait un chasseur de tête, on lui disait, voilà, tenez monsieur, voici la liste des 20 personnes que j'aimerais bien voir dans ma boîte. Pourquoi? Parce que je suis le directeur de Renault et que j'ai envie de faire recruter le sous-directeur de PSA, le directeur de BM, le directeur d'Audi, le directeur de machin, etc. Tu contactes ces personnes-là, tu les proposes un job et tu as déjà une liste. Le métier a évolué et donc du coup, aujourd'hui, toute la recherche que tu dois faire en amont, en fait, elle est très simple parce que toutes ces personnes-là sont facilement accessibles par les réseaux sociaux. Et tout ça a révolutionné la chasse de tête, c'est-à-dire qu'auparavant, toutes les techniques de monter un scénario pour appeler la secrétaire, avoir le numéro de portable, dire écoutez, j'appelle pour livrer des fleurs à monsieur machin, j'ai pas son numéro de mobile, je suis devant chez lui, comment je peux le joindre parce que sa femme est pas là. Tout ça n'existe plus vraiment. Et aujourd'hui, on est dans une culture du contact direct. Il suffit d'un Twitter, d'une page LinkedIn, et toute personne est approchable. Donc, en fait, le rôle, au final, des chasseurs de tête a évolué dans le sens où on pouvait au final s'en passer parce que la compétence a été recrutée en interne, parce que des personnes ont été formées et parce que les réseaux sociaux permettent de franchir cette barrière et qu'un gars de chez PSA peut envoyer un message sur LinkedIn à un gars de chez Renault. Et par contre, il peut pas lui téléphoner sur son poste de travail, sur son lieu de travail pour lui dire bonjour monsieur, voulez-vous venir travailler chez nous? Donc le métier a évolué, les méthodes, les process ont évolué, et puis il y a de plus en plus de cabinets qui sont montés. Et nous, on était spécialisés dans un domaine très compliqué qui était effectivement la R&D, ce qui fait qu'en fait, on prenait grosso merdo tous les jobs que personne ne voulait faire, ou que grâce au réseau, je dirais, on avait la chance de traiter, c'était des postes de direction, donc tout ça c'était un peu confidentiel, donc je suis pas trop loin d'en parler en détail, mais c'était vraiment du réseauting en disant, voilà, il y a telle personne qu'il faut qu'on recrute, on est incapable de la joindre directement, il faut que vous le fassiez directement, et puis on s'en chargeait, voilà. Mais à ce moment-là, tu étais quand même heureux dans ton métier? Est-ce que tu arrivais à t'épanouir ou vraiment t'en pouvais plus? J'étais extrêmement heureux de pouvoir à 25, 27, 28 ans avoir en entretien en tête-à-tête des mecs de 50 balais qui avaient 30 ans d'expérience de direction de boîte, qui manageaient 500 personnes, voire plus, qui étaient payés 150 000 euros et à qui je proposais un job. Donc si tu veux, j'avais cette double casquette de jeune et faible de 27 ans qui se permettait de donner des conseils ou en tout cas de juger l'adéquation d'un profil avec un poste d'un mec de 50 balais à qui j'avais absolument rien à apprendre. Et en même temps, j'avais des mecs passionnants en face de moi avec qui j'avais des discussions sur leur parcours, leur vision, tout ce qu'ils ont connu, aussi bien de glorieux ou de difficile.
et des gens aussi extrêmement intelligents dans le domaine de la recherche qui me racontaient des choses passionnantes. Et j'avais la possibilité d'avoir de hautes responsabilités, en tout cas de rencontrer des iPods ou des profils que j'aurais jamais pu rencontrer et de pouvoir les recevoir en entretien. Donc ça, c'était vraiment une chance et je dirais une très bonne occasion de pouvoir intellectuellement, je dirais, m'enrichir et rencontrer ce type de profil. Maintenant, effectivement, le métier en soi est assez difficile. Pourquoi ? Parce que on peut bosser 6 mois sur une chasse, sur un recrutement, y mettre tout son cœur, toute son énergie, rencontrer des tonnes de gens et au final, pas réussir. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu un recrutement interne. Parce que finalement, on n'a pas le budget. Parce que finalement, la personne qui vous avait dit oui et qui s'était engagée, son épouse est tombée enceinte. Donc, du coup, le déménagement en Allemagne est plus possible et X facteurs. Il y a les mecs qui se servent un petit peu des cabinets de recrutement pour faire augmenter leur salaire en interne aussi, qui une fois qu'ils ont une proposition d'une boîte en compétition avec la leur, qui font augmenter les enchères, non ? C'est le jeu, évidemment, et je le recommande. C'est qu'une fois qu'on est approché et qu'on a la possibilité de renégocier son salaire en interne et qu'on a le sentiment aussi qu'on est entre guillemets indispensable dans sa propre structure, c'est le moment de négocier, même si effectivement le salaire ne fait pas ne fait pas tout dans une structure. Mais c'est pertinent de pouvoir renégocier sa fonction ou sa hiérarchie ou son salaire. Et de pouvoir, en tout cas si c'est bien vu avec sa société, parce que c'est pas forcément le cas des hiérarchiques transversaux ou directs qu'on peut avoir dans une structure, pouvoir l'aborder directement en disant voilà, écoutez, j'ai été approché par une société concurrente, on me propose tel salaire, j'ai envie de rester, mais donnez-moi les arguments pour que je reste. Oui, il faut le faire, c'est le jeu et il faut s'en servir évidemment. Ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment t'es venu l'idée ? Comment t'as rencontré ton cofondateur ? Comment ça s'est passé ? En fait, la situation devenait de plus en plus complexe, moi, dans ma structure. Pourquoi ? Parce que, j'avais moins de motivation, parce que je pensais un peu avoir fait le tour de ma fonction, c'est-à-dire que on fait que de la chasse et en fait, c'est très, très redondant. Ce qui va changer, par contre, c'est l'environnement, c'est les profils, etc. On était dans une période aussi de crise où, au final, la première chose qu'on coupe dans une société quand il n'y a plus en période de crise, c'est le recrutement, évidemment. Donc, ça devenait de plus en plus difficile. Et puis, il y avait aussi la métamorphose du métier avec l'avènement des réseaux sociaux et de LinkedIn et de tous ces réseaux-là et l'intégration en interne. Donc, le métier devenait de plus en plus difficile. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour et la question c'était ok, est-ce que je fais ça pendant 30 ans ou pas ? Bon, ça me correspondait pas. J'avais envie vraiment d'autre chose, j'avais envie d'être beaucoup plus moi et de laisser un peu de côté de bonjour monsieur, bonjour madame, enchanté, je vous en prie, installez-vous avec costume cravate. Et d'être un petit peu plus ce qui me ressemblait, c'est-à-dire cool, t-shirt, basket, skate, surf, poker et rock'n'roll. Tout en ayant la possibilité d'être en entretien avec des hauts responsables et des hauts dirigeants. Donc, en fait, j'ai eu une première période, c'est que j'ai quitté ma société. Et là, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine du poker. Pas forcément en tant que joueur, mais plutôt, je dirais, en tant que journaliste. J'ai beaucoup travaillé avec le club poker et avec Laurent Dumont qui m'a accueilli et qui m'a permis de faire des chroniques dans le podcast référence dans le domaine du poker, c'est Club Poker Radio. Donc j'ai bossé là-dedans, j'avais déjà cette activité un peu en même temps que ma situation de chasseur de tête. Et donc, je m'y suis consacré après pendant 2 ans, où j'ai fait un peu de reportages, des coverages pour des tournois, des interviews, un petit peu de vidéo, même si j'étais clairement pas un spécialiste de la vidéo. Il y avait des gens clairement doués, mais c'était plus pour accompagner un petit peu des petits reportages. Et j'ai baigné un petit peu dans ce domaine, ce milieu, pendant 2 ans, où j'ai côtoyé, je dirais la majorité des grands joueurs français et quelques joueurs internationaux et baigné dans toute cette culture.
Ça a été super enrichissant, plein de belles rencontres et qui me servent aujourd'hui en fait sur le plan professionnel. Aussi bien des grinders que des chefs d'entreprise aguerris et tout ça pendant 2 ans où globalement je virevoltais dans les différents tournois du circuit sur Cannes, Deauville, Paris, et c'était un peu la belle vie. Je gagnais moins ma vie clairement en termes de salaire, surtout que j'ai jamais été un grand joueur ou un gros grinder. Mais c'était super enrichissant et puis une belle coupure aussi après 8 années à beaucoup bosser. C'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de lancer Real Bala, qui était, on va dire, la première marque de vêtements autour du poker. Ouais, en fait, tout ça, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. C'était très simple. J'avais un de mes meilleurs amis qui avait fondé un atelier d'impression textile et qui avait globalement apporté en France l'impression numérique, en tout cas l'impression digitale textile. Donc il avait monté un atelier et puis lui était dans le domaine du t-shirt, etc. Et puis je m'étais dit, il y a des marques de t-shirts qui existent déjà. Il y a peut-être un truc aussi à faire pour, grosso merdo, des joueurs du circuit pro, pour trouver un truc qui soit pas que de la typo avec marqué j'aime le poker ou une paire de cartes et avec marqué full aux as dessus. Je m'étais dit qu'est-ce qui pourrait être, en fait, qu'est-ce que pourrait porter un mec comme Axel Luneau ou comme Rui Cao, pour ceux qui connaissent le poker. En fait, c'était ça un peu la phrase de départ. Qu'est-ce que pourrait porter, tu vois, un Phil Ivey sur un tournoi, avoir un t-shirt lié au poker, mais qui fasse pas trop cheap. Et en fait, vu que c'était un peu la mode, des Eleven Paris, des moustaches, des têtes, etc., enfin des visages. Du coup, en fait, j'ai mis quelques têtes de personnages célèbres avec des jetons ou des cartes dans les mains pour les mettre à une table de poker et d'en faire un truc un petit peu sympa. Du coup, c'est des fausses photos ou c'est des montages parce que effectivement j'ai vu plusieurs photos sur tes t-shirts, donc de personnalités qui jouent au poker, mais pour moi c'était tellement bien fait que c'était vraiment eux qui jouent au poker. Ah, c'est gentil. C'est des montages, d'accord. Okay. Mais non, c'est que du photomontage. Je passais pas mal de temps, m'a aidé aussi à faire tous ces photomontages. Et au final, j'ai sorti une petite dizaine de modèles et j'ai sorti ça vraiment rapidement, un peu n'importe comment d'ailleurs, en me disant tiens, vas-y, on va faire des t-shirts. J'ai fait les visus, j'ai fait un petit site, j'ai mis ça en ligne, j'ai communiqué et puis au final ça a bien fonctionné dès le début. Il y a des gars comme Sylvain Loosely qui venait de terminer sa table finale au main event des World Series à Vegas et qui était engagé par Winamax comme team pro, qui m'a contacté en me disant ouais, c'est sympa ce que tu fais, écoute, vas-y, file-moi des t-shirts, je les porterai, etc. Ça me fera plaisir. Et puis toute la communauté un peu des pokers, des joueurs a adhéré. Et au final, le projet s'est monté un petit peu comme ça, sans vouloir, je dirais, booster les choses. Et donc, je traînais de plus en plus dans les ateliers d'impression textile de la région parisienne. Et je voyais plein de petites marques, plein de petits créateurs qui faisaient leur marque un peu comme moi, mais qui étaient inconnus du grand public. Et je me suis dit, putain, mais il y a un énorme potentiel en plus, moi, j'ai toujours été très t-shirt, mais de mecs qui font des t-shirts super sympas, qui sont inconnus, et ces mecs-là, on peut les trouver nulle part, mis à part si on les connaît et qu'on va sur leur site. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter une plateforme qui pourrait regrouper toutes ces petites marques, tous ces jeunes créateurs, et de pouvoir en fait assurer toute leur production et toute leur distribution, c'est-à-dire imprimer et expédier toutes les commandes depuis un atelier en servant de l'impression numérique. Donc ça s'est fait comme ça. En tout cas, le projet a été mûri pendant plusieurs mois. Et je voulais pas monter ça seul parce que il y avait des domaines d'activité que je maîtrisais pas, et donc je suis allé rencontrer un de mes copains de promotion avec qui j'ai fait mon école de commerce, qui avait pris un peu la même situation que moi, c'est-à-dire 10 ans dans l'ingénierie commerciale,
grand compte, costard, cravate, et qu'on avait un peu marre et qui voulait monter une boîte et changer un petit peu un peu de vie. C'est pas ton pote qui avait l'imprimerie? Non, c'est pas mon pote Ok. qui avait l'imprimerie. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, ok, let's go. Je connais rien au t-shirt, mais je m'y connais un peu plus dans le web, construire des sites web, et c'est un très bon commercial. Et puis l'aventure s'est faite comme ça. On a pris un petit 20 mètres carrés à Saint-Ouen. On a mis 2 bureaux, une connexion internet, et on s'est mis sur le site, débauché des marques, trouver justement l'atelier de notre ami pour imprimer les t-shirts. Et au fur et à mesure, ça s'est monté comme ça. Et on a créé donc T-shirt Corner, qui aujourd'hui a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans d'activité. On fait plusieurs milliers de commandes par mois, on distribue une quarantaine de marques, on est 113 090 sur Facebook, chez le compteur de like Facebook juste devant moi là. Ouais. Et au final, on est passé de 20 mètres carrés à 320 mètres carrés. Bon, c'est l'éloignement de Paris parce que c'est un peu cher les loyers. Et puis voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure d'entrepreneur dans le domaine de la mode, du e-commerce et du tiche. Voilà. Du coup, au niveau des créas, enfin, de tout ce qui est design, en fait, c'est pas vous qui les créez. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont chargées de designer ça. Vous travaillez avec des personnes qui font ça en freelance. Comment ça se passe exactement? En fait, nous, on est à la fois producteur et distributeur. Producteur parce qu'on crée nos propres collections, en fait, des visuels sur des thèmes, etc. Et en même temps, nous, notre but premier, c'est aussi de dénicher des marques qui existent déjà. Et de leur dire, bah écoutez, voilà, vous avez votre site, vous avez votre marque, faites des trucs sympas. Écoutez, est-ce que vous voulez être distribué sur T-shirt Corner? On vous offre une plus grande visibilité. D'accord. De dénicher aussi des artistes qui n'ont pas forcément de marque de t-shirt en disant, bah voilà, on a vu votre compte Instagram ou votre Tumblr, voilà, vous faites des trucs super sympas. Écoutez, ça vous dirait pas de créer une marque de t-shirt? Voilà, vous nous filez vos visuels, on vous file une commission à la fin du mois sur les ventes réalisées, et puis bah vous avez rien à faire, on imprime, on expédie, et puis basta. Et puis monter aussi des collabs avec des marques qui n'ont pas forcément qui sont pas du tout dans le domaine du textile. Par exemple, je prends un exemple, Big Moustache, qui est en fait une box de produits hommes barbu, ce qui n'est pas mon cas. Et Ouais, ils livrent des rasoirs chez toi. exactement, c'est exactement ça. Et du coup, on a fait une collab avec eux et on a fait des t-shirts avec des moustaches, des moustaches et tout cet univers-là, et ça a bien marché. Et donc, on crée un peu des univers ou des tendances avec d'autres marques qui sont pas forcément créateurs de visuels ou de prêt-à-porter. Donc en fait, selon les t-shirts qu'on choisit sur ton site, si c'est vous qui l'avez créé, en fait, toute la marge est pour vous, et si c'est un créateur, vous prenez juste un cut. C'est ça, ouais, globalement? exactement, c'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien chez T-shirt Corner? Aujourd'hui, on est une petite dizaine chez T-shirt Corner. D'accord. Vous avez levé des fonds ou ça s'est fait comment le tout début, quoi, le lancement? Tout début, lancement fonds propres. Donc, on a de la chance aujourd'hui d'avoir, je dirais, démarré avec pas grand-chose et d'avoir pouvoir réinvesti avec notre capital et ce qu'on gagnait. Après, on a eu la chance d'avoir un support du réseau Entreprendre notamment 93, puisqu'on était à Saint-Ouen. C'est un réseau d'entrepreneurs sur lequel on avait globalement fait notre premier pitch sur notre projet, et qui nous avait épaulé et fait un premier prêt. Pourquoi? Parce que ça a été très difficile au début de dire à des banquiers ou à des investisseurs autres qu'ils soient, écoutez, bonjour messieurs, voilà, on est dans le 93, on est à Saint-Ouen, on va faire des t-shirts et on vous garantit qu'on en vende plein et qu'on va faire plein d'argent. Dans le 93, il y a tout, en fait, le pôle textile, les pôles asiatiques, etc., avec plein de gars qui montent des boîtes, qui ferment, etc. Et puis vendre des t-shirts et dire que on va pas en vendre 5 par mois, mais plutôt 1000, c'est difficile à faire croire. En tout cas à des banquiers
Et là, ils attendaient en fait d'avoir des preuves. Donc, au début, ça n'a pas été évident à vendre. C'était pas un projet fintech, c'était pas un projet innovant, technologique. C'est du t-shirt, c'est du basique, c'est du mass market, donc et très concurrentiel. Donc, ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, on est plutôt effectivement sur des sujets de levée de fonds en tant que seeds, parce qu'effectivement, on n'a que 2 ans d'activité. On est plutôt encore en catégorie A. Mais c'est des sujets d'actualité pour pouvoir effectivement se développer un petit peu plus rapidement, aussi partager le risque d'entrepreneur, parce que c'est vrai que il y a toujours ces 3 ans, je dirais, d'entrepreneuriat pour voir si effectivement le projet est viable, et pouvoir se développer plus rapidement, recruter, grandir et pouvoir aussi prendre quelques jours de repos et partir un peu en vacances. Là, tu parlais de grosses compétitions. C'est justement une question que je voulais te poser, que j'avais aussi posée à l'un des cofondateurs de Monsieur Moustache dans la chaussure. Voilà, le t-shirt pour moi c'est un peu pareil. C'est effectivement un milieu qui est extrêmement compétitif. Comment tu t'es dit au moment de te lancer, je vais réussir à me démarquer du reste? En fait, c'est assez simple. Moi, je ne trouvais pas sur les autres sites à l'époque ce qui me correspondait et ce que je voulais. Aujourd'hui, c'est très concurrentiel, mais au final, il y a des plateformes qui vendent des marques et des plateformes qui vendent de la créa. Nous, l'idée au début, ça a été de se dire, ok, on va vendre des petits t-shirts, des petites marques ou des mecs qui ont vraiment un potentiel qu'on trouve pas ailleurs, et de vendre un petit peu de l'exclusivité en fait, si tu veux. Le t-shirt a toujours eu le vent en poupe. C'est un produit très concurrentiel, mais sur lequel il y a quand même de la place parce qu'on est sur du mass market. Il y a beaucoup de grands acteurs et de petits acteurs, et tout ça, au final, va se concentrer au fur et à mesure que ça va évoluer. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est pour ça qu'il faut être, je dirais, bon dès le début, proposer des produits qui soient un peu cool, un peu différenciants, et qui suivent aussi la tendance, parce qu'il y a une réalité qui est aussi la réalité du marché, la réalité du contexte. Pour pouvoir se développer. En fait, je te donne un exemple simple, c'est que au début, on avait pris 2 artistes, des mecs, un qui faisait du street art et un autre qui peignait. Et ils faisaient des trucs vraiment super cool. On trouvait ça, on s'est dit en fait, putain, on va les distribuer, ça va cartonner, on va en vendre plein. Et puis, c'est les 2 premières marques qu'on distribue et ça marche pas trop, c'est un peu compliqué, bref, ça prend pas. On se dit, putain, on comprend pas, pourtant ça a du potentiel, etc. Et puis, à côté de ça, on a une marque qui fait des licornes et des pandas. Bon, on trouve pas ça fou, c'est pas notre gamme, c'est pas ce qu'on porte, mais on se dit, ok, il faut quand même des trucs un peu girly pour une autre partie, la population, quoi. Et là, on met ça sur le site et on vend que des pandas et des licornes. Et là, on se dit, merde. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'on se dit ok, on vend ce qu'on aime, quitte à ne pas vendre et à se dire dans 3 mois on ferme la boîte, ou est-ce qu'on répond à une demande du marché en se disant ok, on distribue des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, mais en fait on s'attache surtout à répondre à une demande et ce que les gens veulent acheter au final. Et donc on a pris le parti de vendre des licornes et des pandas, même si c'est pas notre cas, mais que c'est pas ce qu'on porte. Mais en fait, ouais, c'est la mode, c'est la tendance. Donc il faut être cohérent avec la demande, tout simplement. Hein. Ouais, maintenant c'est vrai qu'on les voit partout ces motifs. Ouais. Dans toutes les boutiques. C'est comme tout, hein, tout est cyclique. Une fois qu'il y a quelque chose qui marche à un endroit, ça se développe et il y en a partout. Il faut retrouver quelque chose qui va fonctionner, qui va être repris partout, etc. C'est le jeu aujourd'hui. Ce qui fonctionne surtout, c'est tout ce qui est t-shirt à message. C'est la grande tendance du moment. Ouais. Et tout le monde fait ça. Et puis dans 2 ans, on repassera sur des motifs avec des ananas, des kiwis, des. Ouais, c'est encore la mode, ça. Ouais, non, mais c'est carrément la mode, mais enfin tout ça est, je dirais, très cyclique en fait. Hein. La mode est un éternel recommencement. Je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je me demande si c'est pas Baudelaire, mais je dis peut-être une grosse connerie. Ça a peut-être rien à voir. Mais effectivement, c'est le cas. Ouais.
Du coup, donc toi qui as de l'expérience dans le recrutement, est-ce que c'est toi qui te charges de dégoter des artistes un petit peu tendance? Je pense par exemple, tu parlais de plateforme créa tout à l'heure, je pense à Etsy, qui est la première plateforme qui me vient à l'esprit, où en cherchant et en dénichant des trucs, tu vas trouver des trucs incroyables qui ont été expédiés 20-25 fois, et tu peux te retrouver avec des motifs qui ne sont portés que par toi, quoi. Ouais, tout à fait. Etsy, c'est une super plateforme sur plein d'accessoires et plein de choses. C'est très mode, c'est très tendance, et puis surtout, c'est très, je dirais aussi un peu fait maison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nanas, sans vouloir être sexiste, hein, mais une population très féminine et de nanas qui font leur petit do it yourself et après qui essaient de les vendre, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs très sympas, et c'est une très bonne plateforme. C'est un petit peu le bon coin de la création. Mais il y a plein de choses à dégoter là-dedans, et effectivement plein de profils qui ont du potentiel et qui sont sur Etsy, que tu retrouves aussi sur d'autres plateformes, mais ça c'est un vrai petit vivier de jeunes créateurs, tout à fait. Et au moment de la transition, quand t'es vraiment passé de je travaille pour le club poker à je lance mon projet, est-ce que t'as pas eu peur de pas être assez productif? C'est-à-dire que tu pars d'un moment où t'as quand même une petite sécurité, même si t'étais moins bien payé qu'avant, et d'un seul coup, potentiellement tu vas pas verser de salaire tout de suite, il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que t'avais pas peur de te réveiller un matin et, je sais pas, d'aller vers quelque chose de plus facile, tu vois, le jeu vidéo, le poker, surtout le poker, toi qui as joué, et de finalement complètement foirer ton projet, quoi? C'est un peu le risque de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit, je dirais, un projet qui puisse être rémunérateur à terme. Et il faut que ce soit le cas parce que on prend des risques, on crée aussi de l'emploi, mais si tu te plantes 3 ans après, tu t'es pas versé de salaire pendant 3 ans et tu toucheras pas le chômage après tes 3 années. Donc, il faut quand même être un petit peu sûr. Il y a du risque, mais c'est un risque à prendre. Après, c'est comme tout, hein, faut que ce soit mesuré. Si on estime être compétent, que le projet est viable, qu'on a aussi beaucoup d'envie et beaucoup de temps à y consacrer, il n'y a pas de raison que le projet foire si c'est bien réfléchi. La question c'est, faut toujours bien réfléchir, je pense est-ce que mon business model est cohérent? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce que c'est rentable? Et puis, est-ce que c'est scalable? Et est-ce que, si je me développe, est-ce que je garde entre guillemets, un avantage concurrentiel par rapport à tous ceux qui pourraient faire la même chose que moi? Donc, c'est un risque, mais aujourd'hui, il y a quand même en France, et c'est un point important, une grande facilité de création de sociétés. Aujourd'hui, si tu remarques bien, on parle que de start-up, que de développement, on parle beaucoup des levées de fonds, de plein de boîtes qui se développent, etc. Il y a une émulation énorme avec Macron là en ce moment. Moi, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, la tendance à la start-up, la tendance à la création de sociétés, il y a plein de mecs qui lancent leur boîte. Il y a énormément d'incubateurs aussi, avec Station F, surtout sur Paris. Incubateur, accélérateur, Working Space. Working, exactement, tout ça, tout ce qui se monte, plus la tendance aujourd'hui, c'est vrai aussi à la je dirais, délocalisation du travail, c'est-à-dire, au nomadisme en fait, avec notamment avec la loi qui vient de changer sur le télétravail. C'est quoi cette loi? Je veux bien que tu m'updates parce que... Écoute, la loi du télétravail a changé, contente-toi de cette information, je ne pourrais pas te donner le détail, je t'invite à regarder les échos. D'accord, ça va. Mais effectivement, tout ça évolue, et en France c'est très facile de créer sa boîte. Par contre, tu as un coup près qui tombe à 3 ans, si tu n'es pas rentable, tu vas très rapidement le savoir et ça va être très compliqué parce que impôts, parce que charges sociales, parce que URSSAF, parce que etc. Donc en France, si tu cherches des fonds, si tu cherches de l'argent, tu as quand même beaucoup de facilité à trouver des partenaires, que ce soit effectivement en argent ou en aide pour trouver un local, pour trouver des projets, t'aider, etc. Tu peux facilement monter ta boîte. Et ça, c'est quand même un grand luxe. Et si t'es pas mauvais, tu peux aussi assez facilement lever des fonds
et trouver de l'argent pour se développer avec un projet un peu brandé. Ça, c'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça redynamise quand même l'économie française et l'innovation française, parce qu'il y a quand même plein de boîtes qui sont plus ou moins liées à la fintech ou au web ou au e-commerce qui se développent, et qu'il y a plein d'innovations dans le domaine, et que c'est bien qu'il y ait Macron sur ce plan-là, parce qu'effectivement ça booste un petit peu au développement et à l'innovation. Ouais. Tu parlais juste avant d'être sûr de soi au moment de se lancer. Est-ce que toi, tu avais fait une étude de marché pour tâter un petit peu le terrain ? Ah ouais, clairement. Ouais. Ça me semble quand même indispensable de faire une étude de marché, un business plan, un plan de développement, même si c'est pas le type on ne demande pas un business plan qu'on va présenter à des investisseurs, mais au moins d'avoir une base claire, structurée, et en fait un plan d'action, et limite un plan A et un plan B avec un best case et un worst case, pour pouvoir quand même prévoir et avoir un petit peu un coup d'avance, et pas fonctionner, marcher dans l'inconnu. En fait, ne serait-ce que d'écrire un projet et de savoir ce qu'on souhaite et de l'avoir noir sur blanc, c'est tellement plus facile que de l'avoir dans la tête, que je pense que c'est nécessaire, voire obligatoire de le faire. Et toi, t'as jamais travaillé de chez toi, t'as commencé directement avec des bureaux ? J'ai travaillé au début un petit peu de chez moi, et puis on a pris des bureaux, parce que c'est pareil, hein, au début quand tu te dis ok, on va monter un site, etc., tu prends un petit local, un petit machin, mais pendant 6 mois t'es sur ton site à construire tous les trucs, trouver les fournisseurs, on avait un petit local, donc c'était un petit peu de l'argent investi au début. Je me demande si c'est pas nécessaire pour être sûr de rester productif, parce que sinon t'as le risque chez toi de rester en pyjama toute la journée et de rien foutre, quoi. Ouais, c'est trop dur. Moi je l'ai fait justement quand je bossais, quand j'ai commencé à bosser un peu plus dans le poker. Moi je me levais auparavant tous les matins, et au final on traîne aussi avec des grinders où les mecs ont une vie complètement décalée. Et je venais d'avoir un bébé, et je me couchais tard et je me levais tôt, et j'étais claqué, et trop dur de rester chez soi avec un enfant. Donc non, c'est bien de pouvoir s'extérioriser, et il y a aussi tout cet environnement de coworking où c'est pas mal, ne serait-ce que pour du networking, rencontrer d'autres sur le plan social ou sur le plan professionnel. C'est tellement enrichissant qu'il faut le faire. En tout cas, si on a la capacité de travailler dans un environnement qui bouge et dans lequel il y a un peu de bruit, parce que c'est pas forcément plus simple, mais en tout cas bien plus motivant et intéressant que de rester chez soi. Ouais. Bon, et puisque tu parles du fait d'avoir des enfants, c'est parfait. Est-ce que c'est possible d'entreprendre avec des enfants ? Écoute, c'est bien que tu poses cette question, parce que généralement c'est une question qu'on pose majoritairement aux femmes, et c'est une responsable d'une grosse marque de prêt-à-porter avec qui on a eu cette discussion il y a pas très longtemps, où l'un des marques, on lui pose cette question, elle répondait toujours par est-ce que vous posez cette question à un homme ? Mais oui, c'est difficile, mais tout le monde le fait. Je veux dire, entreprendre, c'est peut-être moins de temps disponible, et un cerveau un peu focus à 200% sur d'autres choses que la vie de famille parfois. Mais moi j'ai toujours été dans une famille de gens qui étaient soit dans des situations professionnelles indépendants, ou qui avaient des sociétés. Donc oui, c'est du temps à consacrer qu'on a moins pour la famille, mais c'est aussi une souplesse qu'on peut avoir sur lundi il y a un truc à faire, je bosse pas et je m'occupe des enfants, et on n'a pas besoin de demander à quelqu'un un jour de congé, on reste à la maison et puis on fait ce qu'on a à faire. Donc oui, c'est pas très compliqué de cumuler, je dirais, vie de famille et enfants. Il faut juste savoir passer du temps avec chacun, et faut savoir ne pas travailler avec des enfants à côté de Ouais. C'est pas possible. T'as un peu plus de liberté, mais je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était quand t'as un travail traditionnel, tu travailles entre 35 et 40 heures, et tu commences à en avoir marre, t'as envie d'entreprendre.
voilà, pour avoir un petit peu plus de liberté, avoir potentiellement le même salaire et travailler moins. Et en fait, tu te retrouves à travailler 80-90 heures par semaine, quoi. Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. On se dit, ouais, je vais pouvoir, je vais avoir ma boîte, comme ça, je vais être tranquille, je vais faire ce que je veux, je pourrai éventuellement travailler moins, mais non, c'est totalement faux, on travaille 2 fois plus. Donc ça, c'est un précepte qui n'existe pas, il faut l'effacer des consciences collectives. Enfin, à part si on a un luxe d'avoir une boîte qui tourne tout seul et de pouvoir ne pas être là, mais non, sinon, c'est trop compliqué. Et au moment de la transition, il y a une question que je pose toujours à mes potes, c'est un truc où on rigole beaucoup autour de ça et on est tous pas d'accord. Si je te posais cette question au moment où tu as fait ta transition, c'était est-ce que tu préfères gagner 2 fois plus et travailler la même chose, ou alors travailler 2 fois moins mais gagner la même chose? Je te la refais ou pas? Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est compliqué. Putain, j'aurais bien aimé répondre au tac au tac, mais est-ce que je préfère gagner plus tu travailles la même chose où tu gagnes 2 fois plus, ouais. Et tu gagnes 2 fois plus, ou alors tu gagnes la même chose mais tu travailles 2 fois moins? Non, je gagne plus en travaillant plus. En travaillant la même chose, tu veux dire? Ouais, en travaillant la même chose. Ouais, clairement. Ouais, c'est marrant, ouais. Mais ça dépend vraiment des gens, on est vraiment tous pas d'accord sur la question. Ouais, toi, t'as un avis opposé à ça? Ouais, j'ai un avis clairement opposé, je pense. Je pense que ça évolue au fil du temps, mais si je pouvais gagner la même chose et travailler 2 fois moins et avoir, du coup, la moitié de la journée pour faire autre chose, je le ferais instantanément, je pense. En fait, c'est marrant, mais aujourd'hui, en bossant 2 fois plus et en gagnant 2 fois moins, j'ai du mal à ne plus bosser. Tu vois, j'ai du mal à déconnecter. Auparavant, en tant que salarié, putain, j'attendais vivement le week-end pour me dire, ok, ça y est, c'est bon, c'est terminé, je pense à autre chose et je reprends lundi matin. Aujourd'hui, quand j'ai une journée un peu off et que j'ai rien à faire, je vais voir ouais, ça va être vide, je vais avoir la bougeotte et j'ai envie de travailler sur d'autres choses, sur d'autres projets, etc. Mais pourtant, c'est pas fondamentalement dans mon caractère. J'ai plutôt tendance à faire de la grasse mat et à pouvoir profiter pour ne rien faire. Mais ouais, c'est quelque chose qui s'amenuise au fur et à mesure du temps. Alors c'est peut-être effectivement l'âge ou le fait d'être dans une dynamique d'entreprendre et de rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de voir un petit peu tout ce monde-là avec plein de gens qui ont plein d'idées, qui bougent, etc. Mais ouais, aujourd'hui, je serais plus partisan de l'action plutôt que de la non-action. Voilà, c'est mon choix. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai l'impression que quand t'es sur un projet comme ça, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de déconnecter, notamment quand tu travailles dans quelque chose qui est très axé digital. J'imagine que tu y penses le soir en rentrant et que c'est très très difficile de te mettre à fond dans autre chose, quoi. Moi, je le vois par exemple avec le podcast. Je prépare une interview et je peux pas m'empêcher d'y penser 2-3 jours avant et parfois je dors pas très bien. C'est quelque chose qui prend vraiment toute ton énergie en fait. Ouais. Et c'est la charge mentale, comme il y a une théorie, enfin pas une théorie, c'est défini un peu comme ça. Bon, ça concerne plus la jante féminine et la charge mentale qu'elles accumulent quand effectivement. Avec les tâches ménagères et tout. Exactement. On en parlait avec un collègue il y a pas longtemps. Ouais. Donc moi j'ai dit à ma femme, écoute, j'ai une autre forme de charge mentale. Bon, certes c'est plus égoïste effectivement, mais dans la tête ça cogite tout le temps. Bah ouais, il y a ça, et puis c'est vrai que dans les métiers du web, malheureusement, on a ce putain de mobile, de portable, tout le temps dans la poche, qui fait que tu ouvres ton portable, tu mets tes 4 chiffres de code, et puis tu vas regarder tous tes trucs que t'as, les emails, les machins, enfin tu vas bosser en fait, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus difficile on entend tes notifs là depuis ouais. Là. C'est terrible. Ça arrête pas de popper. Mais ouais, effectivement, c'est toujours un peu dur de décrocher après la seule façon moi que j'ai de décrocher, c'est changer d'environnement, c'est genre tu pars, tu changes de maison, tu te mets dans un endroit un peu au vert, même si c'est juste un week-end et tout, et puis
T'as pas des règles, genre à partir de 20h, genre plus de téléphone et après tu passes du temps avec ta femme, tes enfants, tu lis, tu regardes la télé? Bah écoute, si j'essaye de rentrer le soir pour pouvoir coucher mes enfants, parce que c'est difficile de rentrer avant 20h, donc généralement je dîne pas avec eux. Mais ouais, j'essaye d'être présent pour la petite histoire, pour le dodo, etc. et de les accompagner le matin. Mais ouais, sinon c'est difficile, même le week-end, surtout dans le e-commerce en fait, où on a quand même de l'activité le week-end, il faut quand même checker ce qui se passe. Donc comme on n'est pas encore 40 avec un directeur e-commerce qui gère tout de A à Z et des équipes qui bossent au week-end, il faut toujours être un peu présent, quoi. Super, bah écoute, c'est cool, ça fait quasiment 40-45 minutes qu'on discute. Je t'ai préparé quelques petites questions de fin d'interview. Le but c'est d'y répondre de manière la plus authentique, essayer de le faire rapidement. Ok. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Super. Alors un truc que t'aurais aimé apprendre à l'école? À grimper sur une corde. J'ai toujours voulu grimper, tu vois, des arbres à une corde, j'ai jamais su. C'est complètement con, hein, mais tu m'as demandé de répondre du tac au tac. Je te sors la première chose que j'aurais voulu apprendre à l'école. Ça marche. L'entrepreneur qui t'inspire le plus? Waouh. Entrepreneur qui m'inspire le plus. J'ai plus son nom, mais je dirais le mec de Criteo. Je l'ai plus non plus. Mais non, je trouve le concept très 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 intéressant. Une petite boîte française qui a conquis le marché mondial, les États-Unis dans le domaine du digital et en tout cas du marketing digital. C'est dur parce que j'ai lu son livre il y a pas longtemps en plus et j'ai plus son prénom en tête. Ok. Je suis très mauvais en prénom, mais ouais, je te dirais à brut pour point, ce serait lui. Une quote qui n'existe pas mais que tu aimerais bien sur tes t-shirts? J'en ai une. Elle est juste devant moi. C'est un doute, pas de doute. J'achète. Écoute, on essaie d'utiliser cette petite punchline, ce petit précepte au quotidien en fait. Quand on a un doute, etc., qu'on tergiverse, un doute, pas de doute. Si on se pose la question, c'est que c'est pas bon, il faut pas le faire. Ouais, vaut mieux se lancer et voir après quoi. Agir et voir en fonction après ce qui se passe. Ouais, ou justement ne pas agir quoi. C'est plutôt un doute. Est-ce que ça va le faire? On sait pas. Ok, si on se pose la question, c'est qu'a priori ça va quand même pas le faire, donc le faisons pas. Ok. Un pays dans lequel tu aimerais vivre? Australie. Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tu ferais quoi? Surf le matin, barbecue à midi, surf l'après-midi, barbecue le soir, et petite soirée bière dans un bar avec des potes. Pourquoi t'as pas vendu des planches de surf? Parce que je suis pas assez bon surfeur. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Alain qui n'a pas encore entrepris? Je lui dirais fonce et oublie que t'as aucune chance. Au pire, sans vraiment entendu, ça peut marcher. Voilà la quote que tu peux rajouter sur un t-shirt aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton ancien boulot qui te manque? Non. Rien du tout. À part le salaire qu'elle est avec, c'est très monétaire, mais non, dans mon épanouissement personnel ou professionnel, non, rien. Tu vois, c'est génial, ça va motiver les auditeurs à se lancer. Écoute, je le souhaite. Hein. Il y a tout pour, il suffit de prendre une idée et puis d'y aller. Super, écoute, merci Alain. Je te laisse la parole peut-être pour expliquer aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent retrouver tes t-shirts ou si tu as un message que tu veux faire passer. C'est le moment promo. Exactement. Alors effectivement, vous pouvez aller sur www.t-shirt-corner.com où vous pouvez retrouver tous les t-shirts, les suites, les accessoires qu'on propose et puis au moins passer un petit quart d'heure à rigoler, en tout cas on espère avec ce qu'on propose sur le site. Et puis écoutez, autre moment promotionnel, si vous vous intéressez un peu au poker, et je sais qu'il y a de nombreuses personnalités qui sont liées au poker, qui sont aussi passées dans d'autres podcasts, je vous invite à aller sur Club Poker, qui est
le forum numéro 1 dans le domaine du poker. Et il y a plein d'autres sujets très intéressants et très pertinents, notamment si vous vous intéressez au Bitcoin. Et puis, merci à toi, Théo, pour m'avoir invité. Il y a plein de personnes que j'apprécie énormément, et pas forcément que dans le poker, qui sont passées dans ton podcast. Et écoute, longue vie à cette aventure, en espérant qu'il y aura plein d'autres gens aussi intéressants que tes précédents invités. C'est super chouette, merci à toi. Écoute, je t'en prie. À bientôt, Alain. À très bientôt. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. À bientôt!